Salut Audrey. Salut. Ça va? Ça va bien. Bah ouais. C'est notre première vidéo de l'année, non? C'est vrai, mais c'est pas la première fois qu'on se revoit. Ah ouais, mais est-ce que c'est vrai que c'est la première? Non, oui, c'est la première vidéo de l'année. Eh ben bonne année. Bah, bonne année. Bonne année. Bonne année à vous. Tu te rends pas compte? Ouais. Franchement, c'est pas cool parce qu'on est le combien? On est le 21. 23. 21. 23. Ah non, mais non, on est le 21. On est le 21? 22. On est le 23. 23? On est le 23. Enfin bref. Ah, bref, on est le 22-23. Voilà. Voilà, voilà, on est, voilà. Donc, bonne année à vous, meilleurs vœux. Voilà, bonne année 2021. Que cette année puisse vous apporter bien plus que 2020. 2020 nous a un peu surpris, hein Audrey? Oui, on a été on a été un peu secoué. Mais en même temps, on doit quand même remercier 2020, car c'est 2020, c'est l'année de naissance de Breedlove. Voilà, mine de rien, il n'y a pas eu que du mauvais. Hein, et on a réappris à vivre pour certains. Exactement. Voilà. Revoir ses objectifs. Parce que ceux qui réussissent, ce ne sont pas les plus rapides ni les plus intelligents, ce sont ceux qui savent s'adapter, Audrey. C'est ça. C'est ça ou pas? C'est ça. Exactement. Tout à fait. Et nous, donc, on sait s'adapter. Tout à fait. Alors, pour le coup, moi, j'ai une très bonne année 2020. Je ne le dis pas haut et fort parce que je respecte. Chuchote. J'ai une très bonne année 2020. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de te tuer. Mon sorcier. Je te sorcier. Bon bref, en tout cas, bonne année à vous. On vous souhaite en tout cas le meilleur. The best. La paix, la réussite dans vos projets et que vous, en tout cas, que vous réussissiez à pouvoir poser vos objectifs, votre plan d'action et que cette année 2021 soit une année remplie d'argent. Cash money. Cash money. On va pas se mentir, on a besoin quand même. Oui, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Mais d'amour aussi. D'amour. Ah, c'est pour ça qu'il y a Upgrade Love. Upgrade Love, n'est-ce pas? Voilà. Ça. On a besoin d'amour, on a besoin de faire le point sur notre relation, on a besoin que la communication soit plus fluide dans nos relations. On a besoin d'avoir une communication plus fluide, on a besoin de pouvoir, en tout cas, réussir à parler à notre compagnon ou à notre compagne. Oui, ça c'est la base, hein. On rigole, mais la communication, c'est quand même la base de tout. Quand on sait communiquer... C'est pas qu'on n'a pas de soucis, mais en tout cas, on sait désamorcer. Oh, tu utilises des termes aujourd'hui. On sait désamorcer. On sait désamorcer et prévenir. Oh là. T'es dans la prévention, vas-y, c'est quoi le troisième? On sait prévenir, d'accord, pour mieux apprendre à vivre ensemble. Franchement, tu fais pas de la politique, toi? Pas vraiment. Voilà. Pas vraiment. En attendant, mon plus grand rêve, tu sais, si j'étais dans une élection de Miss et qu'on me demandait quel est votre souhait pour le monde, tu dirais vivre ensemble, un truc comme ça. Je dirais que nous vivions tous dans l'amour et dans la paix. Mais ça fait toujours. C'est comme les Miss qui disent la paix dans le monde. C'est la phrase pour toutes les Miss. Ah ouais, la paix dans le monde. La paix dans le monde. Tu vois, peu utopique, mais c'est un souhait. Ouais, c'est un souhait. Voilà, qu'il n'y ait plus de séparation. D'ailleurs, en parlant de séparation. En parlant de séparation, nous allons aborder un thème aujourd'hui très intéressant. Hein. Trêve de plaisanterie. Ouais, comme on est vendredi, on se lâche un peu. On va parler de quoi? Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler du thème doit-on rester pour les enfants? Doit-on rester pour les enfants? Est-ce que le couple doit rester pour les enfants? Est-ce que les enfants sont une bonne raison pour que le couple reste ensemble malgré des difficultés, malgré que ça n'aille plus? Est-ce que les enfants sont une bonne raison pour rester en couple? Ça, c'est un excellent thème. Alors, du coup, on commence l'année avec un thème assez percutant. Mais justement, je pense que par rapport à tous les retours qu'on a eus, ne serait-ce que depuis 2020, il faut le dire, c'est un thème qui a été demandé depuis 2020, mais qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Voilà. Donc, on commence la nouvelle année avec ce thème. Pourquoi? Parce qu'il est important, parce que nous, on incite les gens à avoir de nouveaux objectifs, de poser effectivement le plan d'action. Et parfois, ce qui peut bloquer, c'est aussi la relation de couple. Et cette forme de peut-être d'emprisonnement où on se met seul. Donc on vous propose de traiter ce thème, doit-on rester pour les enfants? Et comme nous sommes tous les deux parents, c'est ça. Ça tombe bien, on va vous donner notre regard sur la question. Ah bon? Je pense qu'on devrait faire ça vraiment. Là on est déjà dedans. Est-ce que vous voulez savoir notre avis sur la question? Faisons ça.
Bah, à tout de suite. À tout de suite. Ciao. Alors Audrey, selon toi, pourquoi aujourd'hui on se pose la question, est-ce qu'on doit rester pour les enfants? Est-ce qu'avant avant ne se posait pas la question? Tu sais, c'est marrant parce que oui, ben non, on se posait pas la question. Ah ouais? Ben non, on se pose pas la question parce que je suis sûre que si je fais un sondage entre nos grands-parents, pas nos parents, parce que eux ils sont déjà, ils nous emmenaient donc où on vient maintenant. Mais avant, nous, on se posait pas la question doit-on rester pour les enfants, parce que je pense que ça c'est mon opinion, qu'on se mettait surtout ensemble pour faire des enfants. Ouais, tu crois ça toi? Parce qu'il fallait effectivement se reproduire, il fallait pouvoir créer des générations, il fallait avoir des aides au niveau, j'aime pas trop dire ça, mais du champ. Mais non. Ouais, mais avant, on ne se posait pas la question doit-on rester pour enfants, parce que tout simplement, c'était pas le même schéma. La conception d'un couple et d'une famille n'était pas la même, puisque l'homme déjà travaillait et était chargé de pouvoir ramener ce qu'on appelle l'argent dans le couple, la nourriture dans le couple, pourvoyait et sécurisait la famille, et la femme restait à la maison s'occuper des enfants. Donc tu ne te posais pas la question est-ce que tu pars ou pas, même si c'était pas heureuse, et le bien-être de toutes les façons ne passait après. Le bien-être n'existait même pas, on se posait pas la question si on est bien ou pas. C'est maintenant qu'on parle de bien-être, depuis quelques années qu'on parle de bien-être, mais avant ton bien-être passait par le bien-être de tes enfants. Ouais, c'est ça. Donc en fait tu étais tout simplement là, que tu sois bien ou pas, parce que de toute façon tu n'avais pas les moyens de pouvoir partir. Tu partais où? Déjà quand tu regardes bien, avant on avait plus d'enfants qu'aujourd'hui. Donc, tu n'allais pas te retrouver comme une poule avec 10 enfants sur le bras. Tu allais où? Tu allais faire quoi? Et en plus, surtout qu'avant, quand tu as des problèmes dans ton couple, tu n'allais pas chez tes parents. Parce que ta mère et ton père disaient casse-toi de là. Non, oui, va botter le cul. Voilà, retourne chez ton mari, fais la bouffe, fais le ménage et. Rentre chez toi. Et fais pas chez le monde. Voilà, tu vois. Tu vois, il y a ce qu'on dit en créole, il n'y avait pas de. On ne soutirait pas. Pas de télé, mais on soutirait. On a soutiré. Maintenant, aujourd'hui, quand il y a un problème de couple, tous les hommes, s'ils vont dormir chez leur mère, la mère, elle a préparé le vêtement, elle a lavé le vêtement. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Bref. Le repas est là. Le repas est là, et puis tu rentres de mer. Enfin bref, tout ça pour dire que avant on se posait pas la question parce que le bien-être n'était pas important, il n'existait même pas, on se posait pas la question de savoir si on était bien ou pas. Mais en attendant, ce qui était important, c'est que la famille se porte bien et on n'avait pas forcément peut-être la possibilité de partir. Donc on se posait pas la question pour ces raisons. Le temps a changé. Les temps changent. Alors, et toi, est-ce que tu en penses, hein? Toi qui es un homme, qu'est-ce que tu en penses sur le fait, pourquoi on se pose la question là aujourd'hui, là maintenant? Pourquoi on est là? Parce qu'on pose la question tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme tu disais Audrey, avant on se posait pas la question de bien-être ou pas bien-être. On était en couple et c'est tout. On était en couple, on restait et le mariage était une institution très respectée. On se mariait pour le meilleur et pour le pire. Et c'est ça en fait le mariage Audrey à la base. En vrai, lorsqu'on et c'est pour ça que j'ai quand même exprimé mon désaccord par rapport. Tu vas revenir sur ça? Non, je reviens pas là-dessus, mais par rapport à des vidéos précédentes, je suis revenu sur ma conception du mariage, parce que sur les vœux, sur les vœux, tout simplement parce qu'avant effectivement on respectait ça pour le meilleur et pour le pire. Fidélité jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, le mariage n'a plus le même respect. On ne reste plus pour le meilleur et pour le pire. On reste pour le meilleur. Quand le pire arrive, il n'y a plus personne. On est ensemble d'ailleurs que pour le meilleur. On est ensemble que pour le meilleur. Quand le pire arrive, il n'y a plus personne. Donc, du coup, avant, la famille était scindée, on se marie, c'est le contrat jusqu'à la vie, on n'en parle plus. Quoi qu'il se passe. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose parce que je pense que la femme travaille et peut aujourd'hui se débrouiller par elle-même, d'elle-même, elle peut fonctionner seule. Avant, c'est comme tu dis, elle va aller où avec 10-15 enfants? Elle va nulle part. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup moins d'enfants? Donc, du coup, le couple s'est fragilisé, puisqu'on est dans un rapport de force qui est un peu d'égal à égal. Avant, il y avait un rapport de force qui était, on va dire, disproportionné. Donc, le mari est là, tu restes là, c'est comme ça. Aujourd'hui, la femme a pris du pouvoir, donc l'homme a perdu de son pouvoir. Et donc, du coup, comme on a deux coqs dans la basse-cour, qu'est-ce qu'il... J'aime l'image du coq. Voilà, deux coqs dans la basse-cour. Un coq, une coquette. C'était pas mal celle-là. Un coq, une coquette. Et donc puisque le rapport de force est là d'égal à égal, on se chamaille, on se sépare. Donc, et malgré le fait qu'il y ait des enfants,
malgré le fait qu'ils en font. D'ailleurs, ça compte même pas. C'est même pas. Aujourd'hui, non, c'est pas que ça compte pas. On y pense quand même. Ah, quand même. Ouais. Les enfants sont importants, mais ce n'est plus la raison pour laquelle on va rester avec son mari ou sa femme. Ce n'est plus une raison déterminante. C'est une raison, mais plus déterminante. En tout cas, pour certaines personnes. Plus suffisante. Plus suffisante. Mais pas pour tout le monde. Il y a des gens aussi qui restent. Oui, d'accord, donc il ne faudra pas faire une globalité. Il y a des gens pour qui c'est important, ils restent pour les enfants, mais il y a une tendance qui est vers effectivement la séparation, malgré le fait qu'il y ait des enfants. C'est-à-dire que les enfants sont de moins en moins un élément voilà, pour le couple de rester ensemble. Voilà. D'accord, ok. Merci. Non, mais ce que je suis en train de réfléchir en même temps, je me dis, mais franchement, on est quand même en train de faire une émission sur doit-on rester pour les enfants, quoi. C'est vraiment, les choses vont vraiment mal. Là, je rêve d'un monde où tout le monde s'aime et pour la vie. C'est pas que les choses vont mal, Audrey, c'est que les choses changent. Et dans ce changement, on va analyser ce changement, d'où l'émission. C'est pas parce que ça change que c'est négatif. Mais ça, c'est pas de mieux en mieux, excuse-moi. Dans tout changement, il y a du bon, et dans tout changement, en fait, il y a la revers de la médaille dans tout, en fait. S'il y a bon, il y a mauvais, s'il y a mauvais, il y a bon, forcément. Il n'y a jamais que du négatif. Mais on va voir ça ensemble. Je sens que ça te tient à cœur, Audrey, qu'on puisse... Ça m'attriste. Ça t'attriste? Non, ne t'inquiète pas. Je vais te redonner le sourire. En tout temps. À tout de suite. Donc Audrey, je me remets de mes émotions. Ouais. Puisqu'on parle d'enfants et de séparation, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on fait des enfants pour la même raison qu'avant? Est-ce que les motivations pour faire des enfants ont changé? Oui, je pense que les motivations ont changé et je pense que aujourd'hui la raison première, et c'est mon avis, hein, parce que je prends des précautions. C'est ton opinion. C'est mon opinion, okay. Je prends des précautions. Qu'aujourd'hui, on fait surtout des enfants par égoïsme. Pourquoi? C'est-à-dire? Pourquoi? Je m'explique. Dans le sens qu'aujourd'hui, quand on fait des enfants, on se dit oui, j'aimerais bien avoir un enfant pour ce que l'enfant va m'apporter. Je me sentirais moins seul, je pourrais lui inculquer quelque chose. Je pourrais. En fait, c'est par rapport à ce que l'enfant peut nous apporter. Donc, en soi, c'est quand même un besoin pour nous, pour être mieux, en tout cas. Donc du coup, clairement aujourd'hui, avoir un enfant, c'est pour soi d'abord. C'est pas uniquement les raisons, mais c'est pour soi d'abord. Alors qu'avant, quand on avait un enfant, c'est surtout effectivement pour se dire, bon, ben voilà, on est en couple, il faut qu'on laisse des traces de cette famille, il faut qu'on puisse se reproduire, il faut qu'effectivement que, comment dire ça, il faut que... perdurer la génération, c'est ça? Comment on dit ça? Aide-moi. Oui, c'est assurer une génération, l'hérédité. L'hérédité, voilà. C'était d'abord ça d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'avant, on priait pour que le premier soit un garçon, qu'on ait plus de garçons que de filles, c'est important. Pour que le nom perdure. Pour que le nom perdure. Aujourd'hui, d'ailleurs, moi, je sais que je reçois beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont très malheureuses parce qu'elles n'ont pas d'enfants et qu'elles sont seules. Elles sont plus malheureuses parce qu'elles n'ont pas d'enfants qu'elles ne soient pas en couple. Alors, c'est pas le schéma famille. Donc, du coup, est-ce que l'homme aurait perdu sa place? Parce qu'on a parlé de place dans la première question. Non, mais dans la première question, on a dit que l'homme a perdu son pouvoir. Est-ce que l'homme aurait perdu sa place? Est-ce que la femme, du coup, ne ferait pas un enfant pour elle, en fait. C'est ça. En fait, et l'homme, en fait, de plus en plus, il devient pratiquement, un homme devient aujourd'hui pratiquement comme un objet, comme un besoin. C'est-à-dire qu'à la limite, j'ai envie de te dire, c'est triste ce que je vais dire, mais s'il y avait des supermarchés de sperme, aujourd'hui, en tout cas en France, je suis sûre qu'il y aurait encore moins de gens en couple. Tout le problème des couples. Si l'homme n'a plus de valeur au niveau de la femme. Exactement. C'est compliqué de pouvoir avoir une relation. Donc la femme a moins de valeur à ses yeux aussi. Il est moins considéré, donc il la considère moins. C'est logique. On est réciproquement, on se considère
réciproque. Donc en fait, c'est un problème de couple en fait. C'est un problème de couple, c'est ça à la base. C'est-à-dire comment aujourd'hui les gens voient le couple. C'est ça. Est-ce que pour aujourd'hui... le couple a moins de valeur. Le couple, voilà, le couple a moins de valeur. C'est tout ce qu'on met de négatif derrière le couple. Et qu'aujourd'hui, comme on parle d'enfants, quand on a ce besoin d'avoir un enfant, on n'a pas forcément envie de pouvoir, on ne pense même pas à tout ce que le couple même va représenter, ou effectivement si le couple va fonctionner ou pas. On se dit je veux un enfant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu as beaucoup de femmes qui décident d'avoir un bébé toute seule, et tu as beaucoup plus d'hommes aujourd'hui qui te disent ben, je me suis fait avoir, même si j'aime pas trop cette histoire, mais en soi les femmes de plus en plus sont dans une conception je veux faire un enfant. Et les hommes aussi d'ailleurs. Parce qu'il y a des hommes tout simplement qui savent bien qu'ils vont pas rester dans une relation et qu'ils ont envie d'avoir un enfant parce qu'ils arrivent à un certain âge, ils veulent avoir un enfant, ils se disent bon, elle ferait une bonne mère, je fais un enfant et puis si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, parce que c'est pas la priorité, c'est pas d'être en couple, la priorité c'est j'ai envie d'avoir un enfant. Et c'est de plus en plus fréquent. Donc les raisons, oui, elles ont clairement changé. Aujourd'hui, on fait un enfant comme on change de voiture. C'est fou ce que tu dis. Donc du coup, tu sais, en discutant finalement, Audrey, et c'est pour ça que j'aime cette émission, parce que ça nous permet aussi à nous de se remettre en question et de réfléchir sur des sujets qui sont quand même importants. Donc en fait, le couple a perdu de sa valeur. En fait, la notion de couple, le couple en lui-même, a perdu de sa valeur parce que la femme considère moins l'homme, et on peut le voir, hein, comment les femmes considèrent les... Moi, je regarde sur les réseaux, comment les femmes considèrent les hommes, c'est pas Jojo. Non, c'est pas beau. Et comment les hommes considèrent les femmes, c'est pas Jojo non plus. Non, c'est vraiment très réciproque. En fait, on se dénigre. L'homme dénigre la femme et la femme dénigre l'homme. Mais je trouve ça grave, quoi. Enfin, on pensait pas parler de ça. Tu l'as pas. Oui, alors c'était peut-être pas l'objet, mais en fait, tu l'as dit tout à l'heure quand tu as expliqué effectivement de déséquilibre. À partir du moment où effectivement la femme a être plus indépendante et à travailler, forcément ça crée un déséquilibre. L'homme est moins important. L'homme est moins important. En tout cas, est-ce que ça vient pas de là? Oui. Est-ce que ça vient pas de là? Mais même si, en tout cas, ça déplaît quand on en parle, mais ça vient de là. Tous les problèmes viennent de là. Les problèmes viennent de là, parce que quand tu regardes bien, quand la femme, on en avait parlé dans une des émissions, a eu le droit au compte en banque, et ça n'est pas si longtemps que ça d'ailleurs, a eu le droit d'ouvrir un compte en banque, ça veut dire que son argent, elle n'était plus obligée de l'avoir de l'associé à l'autre. Tu vois, donc il n'y avait plus le contrôle, l'homme n'avait plus forcément le contrôle, tient de l'argent pour faire ci, pour faire ça. À partir du moment où la femme elle a eu la possibilité de travailler, forcément elle a la possibilité d'avoir un compte en banque, donc d'avoir son argent. Même si c'est 30 €, parce que je me rappelle quand ma grand-mère elle me disait oui, même si c'est 20 €, c'est tard. Ça veut dire qu'en fait, c'est une génération qui a beaucoup souffert. Ma grand-mère qui a comme 102 ans et qui est encore en vie d'ailleurs, te dit c'est une génération qui a beaucoup souffert. Elle te dit ton premier mari et tout. Je pense que beaucoup de femmes, en tout cas des femmes noires, pas forcément aux Antilles, mais des femmes noires, nos grands-parents nous ont souvent dit, surtout nos grands-mères en tant que femmes, ton premier mari doit être ton travail. Ça se sent en quoi? Ça se sent que elles, dans leur génération, elles ont souffert du fait que elles ne travaillaient pas et qu'elles n'avaient pas la possibilité d'être indépendantes, donc elles dépendaient de leur mari. Donc en soi, elle t'explique, aime plus ton travail que ton mari. Mais est-ce que du coup, moi ça me ramène à la question suivante, est-ce que du coup les femmes à l'époque n'étaient pas avec le mari que pour intérêt? Juste parce qu'il peut ramener l'argent à la maison, parce qu'il... voilà. Eh bien déjà, c'est très bien que tu le soulèves. Est-ce que l'homme avait véritablement de la valeur en vrai? Mais en fait, est-ce qu'on est aujourd'hui, on n'est pas plus dans une vraie réalité? Alors pas du tout au contraire, parce que c'est très bien que tu le soulèves. C'est-à-dire quand on parle de femmes matérialistes ou d'hommes matérialistes, c'est un truc qui existait déjà à l'époque. Pourquoi? Parce que quand on parle enfin, on s'éloigne, mais bon, on traite le sujet d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui. Quand tu venais d'une famille nombreuse, on te demandait de trouver un mari qui avait une bonne situation. Une femme qui avait une bonne situation. Ça demandait quoi? Que ton mari puisse subvenir à tes besoins. Donc, forcément, ce n'était pas un bon parti. Ça vient depuis là, cette époque. Ce n'était pas un bon parti. Tu n'y allais pas. On ne mettait pas l'histoire d'amour ou ça n'existait pas. C'était la sécurité d'abord. Un bon parti. C'est-à-dire combien de bœufs que tu as, combien de terrains, ta famille vient de quel statut, quel niveau social. C'est ça qui primait d'abord. Et il fallait que ça reste entre eux.
déjà. Donc aujourd'hui, non, je ne dirais pas qu'on est plus proche de la réalité parce que l'amour, les sentiments n'a apparu que bien après. Aujourd'hui, tu as plus de gens, même si effectivement le couple a perdu sa valeur, tu as plus de gens qui sont ensemble par amour. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on est plus dans la vérité. Oui, oui, effectivement. C'est ça, aujourd'hui, on est plus dans la vérité. Et étant donné que la femme a le même pouvoir, oui, on est plus vrai en fait. Oui. On est moins dans un rapport, j'ai besoin de ton argent. Ça existe quand même. Ça existe quand même. Ça existe quand même. C'est toujours là, on va pas se leurrer. Voilà, mais mais c'est moins fort. C'est moins fort parce qu'en fait, concrètement, quand tu es avec la personne, tu sais que tu as plus de chances qu'elle t'aime pour ce que tu es que par rapport à ce que tu représentes. Oui, oui. Voilà. Oui. Et donc, du coup, aujourd'hui, par rapport à ça, pour revenir aux enfants, donc cette personne qui représente, qui a cette indépendance, qui a effectivement cet argent, qui a ce pouvoir d'achat, qui a cette capacité d'acheter une maison, qui a la capacité d'acheter une voiture, de subvenir à ses besoins, n'a plus besoin dans sa tête de se dire qu'il faut que j'ai un homme qui puisse subvenir à mes besoins pour avoir un enfant. Il est là, il est pas, il est là, il est pas là, il est pas là. C'est là où c'est triste. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin, comme si tu as envie d'acheter une paire de chaussures, tu achètes une paire de chaussures. J'aime pas cette comparaison, mais en fait, c'est vraiment, c'est pour marquer fort, pour vous faire comprendre qu'en fait, qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Les enfants, c'est la consommation. Et c'est pour tellement vrai que quand tu vois que les enfants ont 1 an, 2 ans, donc ton besoin est assouvi, tu as joué un peu à la poupée, tu as changé la couche, voilà, tu avais gazou, il ressemble à papa, il ressemble à maman, c'est super, premier anniversaire, 1 an de bougie, et bien juste se dégrade parce qu'en fait, ton désir, il est assouvi. Tu as un enfant, c'est-à-dire qu'il existe quelque part. Et donc, du coup, tu n'es plus dans la construction, dans la famille, parce que de toute façon, tu n'as jamais été vraiment, tu vois, tu as été dans le besoin. Et c'est ça, si on se pose vraiment, si on est honnête avec soi-même aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on se pose la question, doit-on rester pour les enfants? C'est qu'au final, on a d'abord fait un enfant pour soi. Et je pense que si on fait un sondage, et si vous répondez en dessous, si vous avez des enfants, vous avez fait des enfants parce que vous voulez vraiment fonder une famille, que vous voyez à 70 ans sur la table familiale avec votre mari et vos enfants qui viennent manger, ou est-ce que vous avez fait un enfant parce que vous avez vraiment eu le besoin d'avoir un enfant? Ce serait intéressant d'avoir votre avis parce que c'est une question ouverte, hein, très intéressante. Il faut être honnête parce que ça aide à comprendre. Pourquoi fait-on des enfants aujourd'hui versus avant? Est-ce qu'avant on faisait des enfants parce que c'était comme ça, il faut faire des enfants parce qu'on est en famille, parce qu'on est une famille et donc du coup on doit assurer l'hérédité, on doit assurer les générations futures, versus aujourd'hui où on fait un enfant pour se faire plaisir à soi, comme disait Audrey, c'est un peu égoïste. C'est très intéressant. La question est ouverte, elle vous est soumise, donc n'hésitez pas à commenter. Oui, parce que peut-être que ça va soulever un prochain sujet en tout cas, et surtout si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il ne faut pas hésiter à dire si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'en fait nous on ne fait que donner effectivement notre propre opinion, même si effectivement on tient compte de ce que vous nous envoyez en privé et effectivement des gens qu'on reçoit en coaching, mais ce n'est que notre opinion. Ce n'est que notre opinion et c'est très important qu'on puisse échanger, et je pense que avant de faire des enfants, avant de fonder une famille, il serait important de pouvoir lancer des débats comme celui-ci, pour prendre conscience. C'est-à-dire, alors avant de faire des enfants, on lance des débats comme ça, en couple? Oui, en couple. Ouais, mais c'est faussé, encore une fois, c'est faussé. Ouais, mais c'est faussé, mais ça permet de pouvoir débattre sur des sujets qui sont profonds. C'est comme moi, je pense que avant de se mettre en couple, avant de se marier, ça serait intéressant de prendre des cours de couple. Des cours, c'est-à-dire, c'est que quelqu'un puisse t'expliquer comment ça se passe un couple en fait. Quelles sont les différentes phases du couple? Est-ce que l'amour dure 3 ans comme on dit? Après il y a des phases. En fait c'est connaître, même si c'est pas exactement ça, mais c'est un petit peu connaître les différentes phases par lesquelles va passer le couple et ne pas se faire d'illusions de la princesse, du prince charmant, parce qu'on peut rentrer inconsciemment ou consciemment dans ce concept où c'est le prince charmant, c'est la princesse, tout va être beau, tout va être magnifique, et on se retrouve dans le couple et c'est carrément le contraire. Et là on se dit mais attends,
Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce qu'on m'a menti sur le concept du couple? Et donc ça c'est important de casser le mythe avant. Donc tu parles des cours de couple. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est le bon nom, un cours de couple. Pas le bon mot, mais c'est vrai que... Mais un échange. Qu'il y a un échange, effectivement. Et puis, on l'a tellement dit dans la première saison que, effectivement, c'est surtout l'accompagnement pour soi. Donc là, on parle effectivement pourquoi on fait des enfants, est-ce qu'on fait des enfants pour soi ou quelles sont les raisons, mais aussi pourquoi on se met en couple. Pourquoi on se met en couple? Qui a dit qu'on doit forcément être en couple? Est-ce que c'est parce qu'on a une pression sociale qu'on veut être en couple? Est-ce qu'on a rencontré une personne qui nous correspond suffisamment? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Est-ce que, voilà, c'est tout ça. Et l'accompagnement, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait déjà. Et ce qu'on fait à travers Good Love, c'est qu'on vous accompagne à pouvoir mieux vous connaître avant de rentrer dans un couple. Parce que mieux tu te connais, plus tu arrives dans une relation en étant honnête avec l'autre. Parce que c'est ça. Tu te connais, ouais, et aussi être honnête envers l'autre. C'est être honnête avec toi pour être honnête avec l'autre. Voilà, et aussi, une chose très importante, c'est que lorsqu'on est honnête avec l'autre, l'autre ne doit pas dire elle va changer, il va changer. Ah oui, il m'a dit ça, mais il va changer. Elle m'a dit ça, mais elle va changer. Il ne faut pas dire ça. Parce qu'on peut être honnête avec quelqu'un. Moi, je peux dire, Audrey, moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et moi, mais inconsciemment, tu dis, bon, moi, je suis Audrey, je suis Wonder Woman, je suis en rouge, je suis en mode brushing. Ce mec-là, il va changer avec moi. Ouais. Et ça, c'est dangereux. Il dit ça maintenant. Il dit ça maintenant, mais il ne sait pas encore qui je suis. Il ne sait pas qui je suis, ni de quoi je suis capable. Voilà. Et ça c'est l'erreur. Et ça, c'est l'erreur, en fait. Arrêtez. S'il vous plaît. Arrêtez. Là, on est complètement en train de partir en vrille. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais comme c'est la rentrée, comme c'est la nouvelle année, comme ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, on se lâche. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Et d'ailleurs, j'avais une discussion, une petite parenthèse, parce que je voulais en parler avec toi. Dans la parenthèse. Je voulais en parler avec toi parce que tu es un homme. Et justement, je disais à une amie récemment, et c'est le grand débat avec mes amis en ce moment, que généralement, quand tu rencontres un homme, il faut toujours faire attention à ce que l'homme te dit au début, par rapport à la relation, ce qu'il recherche. Bien que après, en cours de relation, même si le mec te dit, moi je cherche rien de sérieux, d'accord? Donc c'est la première chose qu'il va te dire au début, parce que les hommes, et ce que je leur explique, les hommes disent toujours, sauf qu'on entend ce qu'on veut entendre. Quand un homme te dit au début, moi je cherche pas quelque chose de sérieux, donc effectivement ça c'est au moment où si tu dis, mais il va tomber amoureux, je le dirai, tu vois. Et après, comme l'homme de toute façon c'est pas un goujat, donc au final il met du miel, donc il te séduit quand même, il est pas, bien qu'il y a des mecs qui sont quand même sauvages, mais si le mec il met l'art et la manière, et ben la femme qui avait envie d'entendre que ça va changer, ça grippe tu sais, à tout l'art, la manière, tout ce que tu mets, et elle pense que... Elle interprète. Elle s'approche à ça, elle interprète. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme toi, dans ta tête, ça n'a pas changé, puisque tu as toujours dit que tu veux rien de sérieux. Tu ne veux rien. Et bien là, ça fait mal, parce que c'est exactement ça, c'est les fausses attentes et les attentes qui font souffrir. Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je pense que c'est vrai. Parce que là, c'est le débat en ce moment. Non, mais je pense que c'est vrai. Je pense que, et ça, on l'a déjà dit. Ouais. Lorsque... il faut le redire. Oui, non, mais il faut le redire. Il faut le redire. Et c'est vrai que c'est plutôt un problème de femme, ça. Oui, c'est un problème de femme. Lorsqu'un homme vous dit un truc, ne faites pas la sourde oreille. Il vous a parlé. Au début. En fait, un homme vous dit les choses. Toujours. Mais des fois, voilà, vous voulez enjoliver les choses, machin, mettre de la romance. Mettez pas de romance. C'est-à-dire qu'un homme vous dit quelque chose, il est franc. Il vous a dit quelque chose. Partez sur cette base-là. N'allez pas croire que vous allez changer. Vous pouvez changer qui que ce soit. Et personne ne peut changer qui que ce soit. La seule personne qu'on peut changer, c'est soi-même. Et d'ailleurs, si l'homme veut que ça change, parce que j'avais aimé que tu confirmes ça, hein, si l'homme veut que ça change en cours de route, dans le cas où ça changerait, l'homme il le dit. Il le dira. Voilà. Il le dira. Tout simplement. Donc c'est clair, parce qu'en fait, j'ai voulu que toi, en tant qu'homme, tu le dises, parce que c'est vrai que généralement, si tu me connais, je n'avais pas de même morte avec les femmes qui m'entourent. Et donc elles aiment bien essayer de chercher le petit truc, la petite virgule, pour se faire croire, ou te convaincre à toi, détail, ou convaincre à l'entourage que mais il n'est pas comme mais. Non, il a dit au début. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit au début? C'est ça. Voilà. Est-ce que tu es une femme de passage?
même s'il n'a pas dit aussi durement. S'il a dit effectivement qu'il recherche rien, qu'il ne veut pas se mettre en couple, ça veut dire qu'il ne veut pas se mettre en couple. De toute façon, c'est clair en général, quand un homme veut quelque chose, il le dit. Voilà. Lorsqu'un homme est convaincu, il le dit. Voilà. Et pour refaire le lien... Et s'il ne dit rien, ne va pas imaginer, qu'il veut tout. S'il ne dit rien, c'est en général qu'il ne veut rien. Voilà, donc ne va pas imaginer un silence. Ou comme diraient les 4 accords Toltec, pose la question, n'interprète pas, pose la question. Et si tu vois qu'il y a hésitation, qu'il commence à bégayer, il y a quand même rien. C'est qu'il n'y a rien. Et pour ramener aux enfants, c'est pas qu'il n'y a rien, mais c'est qu'il n'est pas prêt à s'engager avec toi de façon très sérieuse. Voilà. Parce que rien, c'est pas qu'il n'y a rien. S'il est avec toi, c'est qu'il y a... c'est un peu dur. C'est un peu dur. Il peut avoir des sentiments, il peut avoir de l'attraction, mais dans ses ambitions, il n'a pas forcément de grandes ambitions avec toi. C'est juste ça. C'est bien dit. Il n'a pas... Redis ça. Il n'a pas forcément de grandes ambitions avec toi. Ça c'est bien, ça c'est bien. Il t'aime bien. Il t'aime bien. Il t'aime bien. Joli, t'es mignonne. T'es mignonne, mais plus que mignonne. Peut-être qu'il s'entend bien avec toi. Il rigole bien. Il rigole bien, il discute bien, beaucoup de choses bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a des grandes ambitions avec toi. Donc, parce que moi, pourquoi je veux emmener à ça? Donc, les femmes, parce que c'est comme, effectivement, tu as raison, même si je n'aime pas, effectivement, je suis quand même avec vous, les femmes, mais comme c'est quand même plus un problème de femmes. Après, c'est pas, ouais. Voilà, c'est quand même plus un problème de femmes, donc il faut quand même le traiter. Par rapport à tout ce que Jonathan vient de dire. Ah, maintenant, c'est moi qui porte le chapeau. Non, parce qu'en fait, c'est vrai, moi je le dis souvent, donc je voulais juste que tu le confirmes. Oui. Voilà. Non, mais tu as tout à fait raison. N'allez pas vous dire que vous allez lui faire un enfant. C'est parce qu'il faut qu'on parle des enfants. Et après, vous plaindre qu'il ne prend pas forcément ses responsabilités d'enfant, ou qu'il n'est pas le bon père, ou qu'il n'est pas le bon compagnon, ou qu'il ne vous soutient pas dans votre grossesse, ou qu'il ne vous soutient pas dans l'accouchement, ou qu'il ne vous soutient pas dans rien, parce qu'à la base, il ne voulait rien. Voilà. Il fallait le dire. Non, Jonathan, il fallait le dire. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, je veux bien effectivement qu'on respecte la femme, tu vois. Mais il faut que les femmes se remettent en question aussi. Non, mais il faut se dire les choses. Il faut se dire les choses. On est là pour ça. En fait, on n'est pas là pour plaire spécialement. Des fois, ça peut déplaire, mais on est là pour ça. Voilà. Donc du coup, quand je vous dis ça, c'est pas pour forcément vous faire de la peine ou vous faire du mal, mais en fait, c'est à la base, s'il n'y avait rien au début, il n'y aura rien au milieu. S'il était clair au début, il n'y aura rien. C'est très très rare. D'accord? C'est aussi rare qu'un homme quitte sa femme pour sa maîtresse. Bon, bref. Question suivante. Donc, Audrey, selon toi, quelles sont les conséquences du fait que les motivations du couple aient changé pour faire des enfants? Ben, je pense que j'ai répondu un petit peu tout à l'heure, mais je vais juste faire quelque chose de très synthétique parce que c'est vrai qu'on s'est un peu, éparpillé, mais c'est important de le dire. C'est essentiel. Quelles sont les conséquences? Je pense que la première conséquence, c'est qu'une fois que notre besoin a été rempli, donc en l'occurrence, on veut un enfant, on a un enfant, on veut passer forcément à autre chose. Si la personne qui est avec nous est en accord avec cette autre chose, eh bien, on peut avancer ensemble. Si elle n'est pas en accord ou si elle n'est plus en accord, ça devient compliqué. Donc après, il faut pouvoir composer avec la personne qui soit mère ou soit père de votre enfant, donc qui compose de votre famille. Et parfois, ça peut coincer et très souvent, ben, si ça coince, eh bien, on ne force pas les choses. Donc, on dit tout simplement, voilà, moi j'ai besoin de faire mes affaires, j'ai besoin d'aller voir autre chose, pas forcément de se mettre avec quelqu'un d'autre. C'est juste un autre besoin. Donc, ça peut être un besoin professionnel, d'accomplissement personnel. En tout cas, ça peut être autre chose qui ne rentre plus dans le cadre de la famille, puisqu'on n'a pas pensé famille. On a pensé besoin personnel quand on a eu l'enfant. Si on pense famille avant d'avoir un enfant, donc on prend en considération tous les paramètres de la famille. C'est-à-dire que tu ne peux pas partir du jour au lendemain, tu ne peux pas voyager comme ça, tu ne peux pas rentrer à l'heure que tu veux. Enfin, en gros, on prend en compte tous les paramètres d'une famille. Mais comme on prend en compte que les paramètres de son besoin d'avoir un enfant, donc oui, je peux assumer, ça va être là. Donc, quand on a envie de passer à autre chose, eh bien, on pense toujours à soi. Parce que si tu étais égoïste,
pour ton besoin quand tu as un enfant, tu seras aussi égoïste après si tu veux faire autre chose. Tu ne penses plus forcément famille, donc les conséquences, pour moi, à mon sens, c'est séparation. Effectivement. Voilà. Et toi alors, parce que du coup, j'ai été peut-être un petit peu direct, mais comme on s'est un peu éparpillé, pour toi, à ton sens, donc, dans ton regard d'homme, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences des motivations qui ont changé aujourd'hui? Bah, les conséquences, comme on l'a dit, c'est qu'aujourd'hui, on fait peut-être plus un enfant pour soi. C'est-à-dire que l'homme le fait pour une certaine satisfaction personnelle, la femme le fait pour une certaine satisfaction personnelle. Ça fait que lorsqu'il y a rupture, ça peut se déchirer au niveau des enfants. Chacun veut se l'approprier en fait. Et c'est ça qui est dangereux. Ah ouais, c'est que tu vois, c'est que non, c'est mon enfant, non, c'est plus, c'est moi, c'est, tu vois. Je l'aime plus. Moi, je l'aime plus, je fais plus de choses pour lui, etc. Et ça peut créer en fait une guerre en fait autour de l'enfant. Alors qu'avant, il n'y a pas cette guerre. C'est-à-dire que la femme s'occupe des enfants, le mari met l'argent dans le foyer, et il y avait une hiérarchie. C'est-à-dire que le mari, il avait sa fonction, la femme avait sa fonction, et puis tout était fluide. On va dire, chacun avait son rôle. Mais aujourd'hui, étant donné que tout le monde a le même rôle, les deux travaillent, les deux aiment l'enfant, les deux l'ont pour chacun, l'ont pour soi, les deux ont des intérêts égoïstes et égocentriques, ça fait qu'en fait, il n'y a plus d'hiérarchie, c'est l'anarchie en fait. Donc après, c'est la guerre pour l'enfant, c'est mon enfant. Et c'est pas bon, En fait, l'enfant n'est plus un projet commun en fait. L'enfant est un projet individualiste. On est à deux, mais on le fait chacun pour soi. Et c'est ça qui... Mais c'est pas forcément évident, parce que tu vois, c'est bien quand tu dis ça, parce que cette émission permet que nous-mêmes on puisse effectivement faire un point sur soi et se remettre en question. Et se remettre en question, parce que même si effectivement on le dit avec beaucoup de recul aujourd'hui, on rappelle qu'on n'est pas dans le jugement, parce que même autour de nous, on a quand même pas mal de gens qui sont suffisamment proches et qui ont cette clairvoyance de se dire qu'on ne fait pas les enfants n'ont rien à voir, il ne faut pas se déchirer et tout. Mais quand tu es dans la situation, c'est quand même plus difficile. C'est plus difficile. C'est plus difficile effectivement d'avoir ce recul et de dire que c'est l'enfant qui doit compter avant tout et de ne pas être dans un déchirement ou de pouvoir prendre une décision pour faire mal à l'autre parce que nous on a eu mal. Ouais, parce qu'il faut dissocier effectivement. Parce qu'il y a de la frustration. Parce que tu as de la frustration. Il peut avoir de la rancune. Il peut avoir voilà, la rancune n'a rien à voir, n'a rien à faire. En fait, l'enfant ne doit pas pâtir des problèmes d'adultes. L'enfant, il n'a rien demandé. Les adultes, vous réglez vos problèmes d'adultes. Mais l'enfant ne doit pas pâtir à cause des problèmes d'adultes, ni de vengeance, ni de frustration, ni de ci, ni de ça. L'enfant n'y est pour rien. D'accord? Donc l'enfant, si vous voulez qu'il grandisse sur des bases saines et qu'il puisse être équilibré, ne lui faites pas subir vos erreurs. Ne lui faites pas subir vos blessures. Aussi dures soient-elles. Voilà. Merci Jonathan. C'est profond ce qu'on dit. Non mais c'est profond et... mais c'est tellement vrai. C'est vrai effectivement et ça nous permet nous-mêmes de pouvoir... Parce qu'on n'est pas exemplaire. Hein. Non, pas du tout. Moi je ne suis pas exemplaire. Mais moi non plus. Et ça permet tout à chacun de réfléchir et de remettre les choses à leur place. Oui, voilà. Non, mais ça permet effectivement, parce qu'on traite de vrais sujets, des sujets de la vie, et puis on met aussi nos tripes, nos émotions dans les sujets qu'on traite. Et donc, avant de venir devant vous, forcément, on est obligé de pouvoir se regarder soi et de voir comment nous, on traite déjà chez nous, voilà, et de se remettre en question. Donc, voilà. Voilà. Et puis, l'objectif, je tiens à rappeler quand même l'objectif. L'objectif, pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas des donneurs de leçons. Non. On n'est pas en train de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. L'émission Great Love, c'est un moyen pour qu'on puisse, c'est un moyen pour qu'on puisse échanger au niveau des problématiques de couple en fait, qu'on échange. On n'est pas nous des maîtres en la matière, non, parce qu'il y a des... Non, mais c'est vrai qu'en plus, mais il faut dire les choses qu'on a notre part de tort aussi. C'est qu'on rentre, on fait des vidéos, j'attends jamais on se présente. C'est pas tout le monde qui regarde la vidéo qui nous connaissent. Oui, c'est C'est-à-dire que voilà, au-delà de ça, c'est que non, on ne sommes pas des experts en la matière. Non, parce qu'il y en a qui peuvent dire, bon, ils disent ça, mais eux-mêmes, ils sont pas exemplaires. Non, on n'est pas exemplaires, non. Mais en fait, le but, c'est... Tu dis ça pour quelqu'un? Non, je dis ça pour personne. Je dis ça que simplement, on a un public qui est large. Et donc, dans ce public, il y a des gens qui nous suivent depuis le début, qui nous connaissent. Qui nous connaissent. Et puis, il y a des personnes qui ne nous connaissent pas et qui font juste regarder et qui
qui peuvent penser que nous sommes des donneurs de leçons. Donc je vous présente Jonathan Mathurin, coach en motivation, auteur du livre Augmente... Non, oh là là. On va couper. Monsieur Attel sort de ce corps. Le chef-d'œuvre qui est en toi. Et vous pouvez le trouver sur mon site internet jonathanmathurin.com ou sur... Mais non, on coupe pas, c'est pas grave. Et vous pouvez aussi le trouver sur Amazon, le chef-d'œuvre qui est en toi. Voilà. Et je vous présente Audrey Cornélie. On est toujours aussi exceptionnel. Qui est coach en leadership pour les femmes et qui a sorti le livre Réussir ou mourir. Merci de t'en rappeler. Je t'en prie, moi je ne te confonds pas, je suis intègre. Non, c'est pas ça. Réussir ou mourir, et donc qui est aussi disponible sur Amazon. Voilà, et dans toutes les librairies. Et dans toutes les librairies sur l'archipel guadeloupéenne. Après en métropole, je ne sais pas si on peut le trouver. Si, à la librairie Calypso. Ah d'accord, merci. Voilà, je suis en vente aussi à Paris maintenant. D'accord, super. Voilà. Excellent, excellent. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on ne sommes pas des donneurs de leçons, qu'on essaie de pouvoir de faire un lien entre notre profession, notre vie, et de pouvoir venir à votre rencontre avec des sujets qui sont toujours aussi croustillants. Voilà, et avec notre authenticité. Voilà. Question suivante, Audrey. Audrey, ça va? Ça va toujours? Avec toi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça. Ouais, ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps que vous n'avez pas vu aussi. Hein. Mais ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps. Et puis c'est vendredi. C'est bien merci. Bon, alors Audrey, la question est la suivante. Je me rappelle plus de la question. Attends, c'était quoi? Je vais la regarder. Oui. Attends. C'est doit-on rester pour les enfants? Ah bah c'est la fameuse question. C'est la fameuse question. Doit-on rester pour les enfants? Doit-on rester pour les enfants? Ah ouais, enfants? c'est pour ça que je relisais la question. Je me suis dit, mais attends. Doit-on rester pour les enfants? À ton avis. Je me pose la question moi. Voilà. Est-ce qu'on doit rester pour les enfants? Non. Pourquoi je fais ça comme ça? Alors, je pense que non. Je pense que non. Voilà, je pense que non. Mais ça, c'est mon opinion encore. Hein. Bien sûr. Parce que tout simplement, l'enfant n'est pas forcément plus heureux parce que vous êtes ensemble. Il peut l'être comme il ne peut pas l'être. Parce que si la situation est inconfortable pour vous, donc dans le couple, si effectivement c'est tellement inconfortable que vous ne faites que vous bouffer entre vous, hein, vous êtes malheureux. Si vous êtes malheureux, votre enfant est malheureux de vous voir malheureux. Tout simplement. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, votre enfant aussi, votre bien-être passe par le bien aussi de l'enfant. Et l'enfant voit tout. Aujourd'hui, les enfants sont des éponges. Il y a des enfants qui vont le verbaliser et des enfants qui ne vont pas le verbaliser. Et si bien que, moi j'ai l'histoire, justement, j'ai l'histoire d'un client qui m'explique que c'est sa fille qui à l'époque avait 6 ans, qui a été voir son père, et on connaît les relations fille-père, qui a été voir son père en lui disant, papa, je pense qu'il faut que tu divorces. Alors que lui, dans sa tête, il restait avec la femme pour sa fille. C'est leur enfant unique, leur relation était catastrophique, mais il prenait sur lui. Et la fille, voyant à quel point la relation était toxique pour son père, à quel point la mère, c'était pas possible, elle a appris à 6 ans, elle a été voir son père en lui disant, papa, c'est ok pour moi si tu divorces. Et il était tellement content et soulagé, ému que son enfant puisse le soulager. Parce que clairement, l'enfant l'a soulagé. Parce que dans sa tête, il restait. Et il aurait pu rester jusqu'à sa mort pour sa fille. Mais il y a très peu d'enfants qui arrivent à avoir cette clairvoyance et cette force de pouvoir dire à leurs parents, pars. Ouais. Pars. Parce que c'est par toi. Donc du coup, moi je pense vraiment que si vous n'êtes pas à l'aise dans la relation, si vous n'êtes pas bien dans la relation, il faut vraiment passer votre bien-être avant tout parce que vous ne pouvez pas être un bon parent si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous n'êtes pas épanoui. Je connais très peu de parents qui sont dans une grande souffrance et qui arrivent à être effectivement pleinement épanouis avec l'enfant dans une maison. Mais ça, c'est mon opinion. Et de toutes les façons, ce n'est pas être égoïste de faire passer son bien-être avant le bien-être des enfants. Parce que le bien-être de votre enfant va découler de votre bien-être à vous. Donc ça, c'est mon avis de femme moderne, indépendante. Hein, parce que c'est vrai qu'effectivement, je ne suis pas sûre que mes parents soient du même avis. Mais ça, c'est encore une autre génération. Et encore moins mes grands-parents. Mais toi, en tant qu'homme, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu penses que... est-ce que tu serais capable d'être dans une situation comme ça?
Alors. Une situation, c'est un grand mot. Non, mais voilà, en fait, si tu es dans une situation voilà. Donc, je ne pourrais pas dire oui ou non. C'est délicat comme sujet, mais je vais quand même donner mon point de vue qui est important. Et comme tu le disais, Audrey, et moi je le confirme, c'est mon opinion. Ça ne regarde que moi. Est-ce qu'on doit rester pour les enfants? Ça va dépendre de tes valeurs. Il y a des personnes qui ont une valeur famille très forte. C'est-à-dire qu'en eux, c'est la famille à tout prix. Ils veulent rester dans ce cocon familial, même si ça ne va pas. C'est un repère pour eux, c'est une sécurité pour eux. Et ces personnes-là ne se voient pas quitter leur conjoint ou leur conjointe, même s'il y a beaucoup de difficultés et que ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils ont une valeur famille très forte. Ces personnes-là, de toute façon, ne vont pas se séparer et vont rester. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est ni bien ni mal. C'est les valeurs de cette personne-là. Il y a forcément du bon, il y a forcément du moins bon. Mais en tout cas, le principal, c'est qu'on puisse vivre selon ses valeurs. Après, moi, ce que je pense personnellement, dans ma vie personnelle, c'est un peu une oxymore. Tu as voulu rattraper le cours, donc tu avais un grand vocabulaire. Ouais, c'est ça. En fait, je pense effectivement, comme tu disais, Audrey, qu'il est important déjà de ne pas se séparer pour un oui ou pour un non. C'est pas parce que moi j'aime le bleu, toi t'aimes le rouge qu'on va se séparer. Lorsqu'on se sépare, il faut vraiment que ça soit parce que avec toi, il y a incompatibilité, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas, on ne se reconnaît pas, on ne se connecte pas, en fait. Il n'y a pas de connexion dans la relation, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on se sépare. C'est pas parce que l'autre est mauvais. C'est pas parce que je suis mauvais. D'accord? Donc, c'est important de ne pas blâmer l'autre. Personne n'est mauvais. C'est simplement que le puzzle ne s'assemble pas. On a essayé et il n'y a pas moyen d'assembler ce puzzle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se sépare. Des fois, on n'a pas essayé. Hein. Des fois, on n'a pas essayé aussi. Des fois, on n'a pas essayé. On n'a pas assez essayé, mais... Donc, on n'a pas réfléchi assez aussi avant de se mettre en couple. Voilà, à mon avis, c'est plus avant, pourquoi on s'est mis en couple, quelles sont les raisons. Et souvent, ce ne sont pas des raisons assez profondes, en fait. C'est souvent ça, parce que essayer pendant que tu es en couple, essayer, à un moment, non, mais ça sert à rien. Dire le principe d'essayer, même, j'ai un problème avec ça. C'est mort. On n'a pas essayé. Ça sert à rien. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, on n'essaye pas. On essaie 6 mois. Non, mais on n'essaye pas. Si tu es fait pour quelqu'un, tu le sais. Et si tu n'es pas fait pour quelqu'un, tu le sais aussi. Il n'y a pas d'essayer. Donc, du coup, on revient. Doit-on rester pour les enfants? Si on se sépare, effectivement, un enfant ne doit pas être, à mon sens, la raison première pour laquelle un couple va rester ensemble. Parce que l'enfant, c'est une éponge, comme Audrey disait, il ressent tout. Et lorsque ça ne va pas, même si ce n'est pas verbalement exprimé, l'enfant ressent qu'il y a de la frustration. L'enfant ressent qu'il y a de la colère. L'enfant ressent qu'il y a des ressentiments. L'enfant ressent qu'il y a des blessures. Et donc, l'enfant va grandir avec ces blessures. Et moi, j'en suis témoin, en fait. C'est que on grandit avec des blessures. On voit nos parents blessés. Et on grandit avec ces blessures. Et on reproduit ces blessures. Est-ce que c'est positif ? Je suis pas sûr. Après, il y a un travail à faire, un travail qui peut être long, un travail qui peut être douloureux, parce qu'une fois que vous avez grandi, vous êtes adulte, c'est compliqué de revenir sur les causes de vos blessures, etc. Donc, c'est pas toujours judicieux de pouvoir rester pour l'enfant, parce que l'enfant voit les blessures, il les subit, et un jour, il va se retrouver face à lui-même, en fait, avec ça. Et il devra se débrouiller avec ça. Parce que les parents ne seront même pas là pour l'aider, en fait. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu s'aider eux-mêmes, donc ils ne pourront pas aider l'enfant. Donc après, l'enfant devra se débrouiller avec ses blessures. Il devra gérer comme il peut gérer. Donc, à mon sens, et ça reste mon avis personnel et c'est important que je le précise, à mon sens, il n'est pas judicieux de rester pour les enfants. Je pense qu'il vaut mieux avoir 2 parents séparés et heureux, chacun de leur côté, en communiquant avec l'enfant, que de rester ensemble pour l'enfant, parce qu'on peut faire plus de mal que de bien. En voulant bien faire, et bien justement, on peut créer plus de dégâts. Voilà mon avis sur la situation.
toi qui me regardes, tu me diras ce que tu en penses. En tout cas, moi, je t'ai donné un petit peu mon avis par rapport à mon vécu. C'est pas une théorie, voilà, qui sort de ma tête. C'est quelque chose que je vis. Et je pense qu'il est important pour les parents de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut que notre enfant grandisse avec ce climat? Ou est-ce qu'on préfère effectivement refaire chacun nos vies? C'est vrai que c'est pas facile, hein. Je dis ça comme ça, c'est pas simple. Hein. Le truc, il est compliqué. C'est compliqué, chacun doit faire sa vie. Il y a toujours des sentiments qui sont là, il y a toujours des choses. Mais je pense qu'il faut penser aussi au bien-être de l'enfant. Parce qu'il faut prendre ses responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. Parce qu'il faut prendre ses responsabilités parce qu'à partir du moment où on a décidé d'avoir des enfants, on n'a pas décidé d'avoir des enfants pour leur imposer une situation, parce qu'il faut toujours se rappeler, surtout nous, de quelle enfance qu'on a eu. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des adultes aujourd'hui qui sont issus de familles séparées et qui n'ont jamais voulu être dans un schéma de famille séparée. Mais donc du coup qui forcent quand même les choses, qui forcent quand même les choses. Parce que c'est pas leur schéma, c'est pas leur schéma. Parce qu'ils ont vu, ils ont un idéal. Ils ont un idéal. Je pense qu'on l'a tous. Je pense qu'on l'a tous au fond de nous, cet idéal. Et je pense que sincèrement, pour mieux vivre, peu importe, hein, que ce soit professionnellement, que ce soit socialement ou que ce soit sentimentalement, il faut se détacher des idéaux. C'est ça. Il faut vraiment après, ça serait vraiment un autre thème. C'est un autre thème, mais il faut vraiment réussir à... Faut-il avoir un idéal? Ça serait bien, ce thème. Je pense que la vraie question, c'est faut-il avoir des rêves, mais avoir un idéal, en tout cas dans le couple... Même professionnellement, je pense que en fait, c'est pas que ça sert à rien, mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas à avancer. Parce qu'en fait, on sera toujours à la recherche de ce truc-là qui n'existe pas. C'est que pour moi, idéal égale perfection. Ta perfection à toi. Tu vois. Et ça se fait qu'il y a une autre perfection qui est là pour toi, mais tu ne la vois pas parce que tu es borné sur la tienne. Voilà, c'est ça. Mais du coup, en fait, maintenant, j'ai quand même une question parce que c'est vrai qu'on a comme dit pas mal de choses très intéressantes dans cette émission et je pense que du coup, avec vos commentaires, on va pouvoir peut-être créer d'autres thèmes, même si on va vous annoncer le thème de la prochaine vidéo tout à l'heure, mais je pense que dans la vidéo, là, on a quand même parlé de beaucoup de sous-thèmes qu'on va pouvoir traiter. Mais la vraie question, en fait, du coup, même si on a déjà peut-être un peu répondu, c'est selon toi, est-ce qu'un enfant dans l'avenir, donc effectivement professionnel ou la réussite de sa vie, est-ce qu'il a plus de chances de réussir sa vie s'il est issu d'une famille, en tout cas avec son père et sa mère, que notre enfant qui qui vient d'une famille monoparentale? Donc réussir sa vie, est-ce que c'est lié, entièrement lié? Est-ce que tu as plus de chance si tu viens d'une famille avec ton père et ta mère? Ou est-ce que le contraire, en tout cas, joue en ta défaveur? Je pense que lorsqu'une séparation est bien gérée, elle revient exactement au même qu'un couple équilibré qu'un enfant. Si la situation est bien gérée. Donc, un enfant n'a pas plus de chance avec un couple séparé qu'ensemble. C'est pas une question d'être ensemble ou pas ensemble, parce qu'on peut être ensemble et le couple est chaotique, et donc on fait un enfant avec un avenir chaotique. Donc, je pense pas, c'est pas sous cette forme que moi je prendrais la question. L'enfant n'a pas plus ou moins de chance en fonction de grandir avec un couple séparé ou un couple ensemble. Je pense que c'est, encore une fois, c'est le couple qui gère. Est-ce que le couple gère bien son couple, déjà, s'il est ensemble, est-ce qu'il gère bien ça? Et s'il y a séparation, comment c'est géré aussi? Ne pas faire une séparation à la va-vite. Il est important de prendre le temps aussi de se séparer, prendre le temps de se réparer, prendre le temps de communiquer. Tout prend du temps, en fait. Toute bonne chose prend du temps. Et je pense que c'est ce temps-là qui est important de considérer. Et tu vois, Audrey, pour répondre à ta question, Barack Obama est issu d'une famille séparée. Et issu d'une famille recomposée. Et c'est Barack Obama. Je pense qu'il a réussi sa vie. Et je pense, je ne sais pas, je ne suis pas dans son couple, mais visiblement, il a un couple qui ne marche pas trop mal. Il a une belle femme. Il a une femme qui lui convient. Charismatique. Et c'est pas pour autant qu'il est divorcé. Donc, je pense aussi qu'il divorce pas parce que bon. Oui, bon bref. Après, en tout cas, c'est un exemple pour montrer qu'effectivement que ça veut pas. Oui, je comprends ta réponse. Moi, je suis complètement d'accord avec toi dans le sens que justement, en tant que parent, quand tu deviens parent, peu importe la raison, égoïste ou pas, tu as de la responsabilité en tout cas de pouvoir offrir le meilleur à ton enfant. C'est quoi le meilleur? On ne parle pas effectivement de tout ce qui est matériel ou de confort.
Quand je parle du meilleur, c'est-à-dire du meilleur environnement. Du meilleur, en fait, de la manière dont l'enfant va effectivement progresser, va grandir, de quoi il va se nourrir. Et cette nourriture, c'est toi qui vas donner au niveau de ton comportement, que ce soit dans le couple ou seul. Peu importe. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, on a autant de cas de familles monoparentales avec des enfants qui soient soit champions du monde dans un sport, ou effectivement avocat, maintenant président. Enfin bon, on a quand même pas mal d'objets. Ça va dépendre de la nourriture. Toi seul, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas te comporter pour l'enfant? Et toi en couple, comment tu vas te comporter? Et toi en couple séparé aussi, parce qu'il y a des familles monoparentales où tout simplement le père même séparé n'a jamais été là, ou même la mère n'a jamais été là, même s'il y a moins d'exemples comme ça. Mais il y a des exemples où le père élève l'enfant seul parce que la mère n'a jamais voulu de l'enfant ou elle est partie. Donc peu importe, c'est toi, qu'est-ce que tu as envie de donner à apporter à ton enfant, malgré effectivement tes carences, parce qu'on est tous des adultes avec des carences. C'est pour ça qu'on dit que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous aussi, on a nos carences, nous ne sommes pas parfaits, et on apprend à être parent sur le tas, parce qu'en soi, il n'y a pas de livre, qui t'apprend à être parent. C'est en fonction des circonstances. Et quand tu te retrouves effectivement face à une séparation, alors que tu n'as pas forcément souhaité, personne ne se met en couple et décide d'avoir un enfant parce qu'on se dit on va se séparer. Donc la séparation est quand même difficile à gérer, mais il faut toujours se rappeler que c'est quoi l'important? L'important, c'est l'enfant. Son avenir, et quel avenir qu'on veut pour l'enfant, et surtout qu'est-ce que nous on vit aujourd'hui et qu'on veut pas qu'il vive. C'est surtout ça, parce que en tant qu'adulte on se retrouve face à certaines choses. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on est adulte on est face à nos problèmes, on est tout seul. C'est pas les parents qui viennent nous tenir la main, nous dire bon tu vas faire ci, tu vas faire ça. En tout cas ceux qui ont cette chance, tant mieux, mais c'est quand même plus rare. Tu es face à des situations que tu gères ou pas, tu es face à des émotions que tu gères ou pas. Tu es face à un adulte, en tout cas un adulte aujourd'hui, et un parent qui doit faire face à plusieurs choses, et tu le fais du mieux que tu peux en tout cas. Donc du coup, qu'est-ce que tu souhaites pour ton enfant? Et c'est à partir de là qu'il faut quand même avoir beaucoup de sagesse. Et donc c'est quand même plus compliqué d'avoir effectivement cette sagesse qui t'emmène l'intelligence. Oh, aujourd'hui t'es inspiré. Cette sagesse qui t'emmène l'intelligence d'ailleurs, et qui te permet effectivement de faire en tout cas au mieux les choses. Voilà, donc c'est mon avis. C'est beau. C'est beau, mais en même temps, c'est quand même triste de traiter un sujet comme ça. Mais c'est vrai que moi qui a mis issu quand même, parce qu'on parle quand même de nous, j'ai quand même 2 enfants dans une situation séparée. Ça a été un choix réfléchi. Je n'ai pas le sentiment que mes enfants soient plus malheureux que les autres. Et en tout cas, dans ce qu'ils me racontent autour d'eux, parce que les enfants, ça prouve bien que les enfants parlent beaucoup, ils ont des schémas de parents ensemble qui sont complètement déchirés. Et les enfants parlent entre eux parce que ils disent ça se passe comment chez toi. Même s'ils disent rien à la maison, ils parlent à l'école. Ils parlent à l'école et ils racontent leur schéma de vie. Quand vous avez l'impression que vous êtes en train de gueuler et que l'enfant n'a pas entendu, il a entendu. Quand même si vous gueulez pas et vous faites la gueule, l'enfant sait. Quand vous faites semblant de manger à table et que comme si tout se passe bien, l'enfant voit bien que ça se passe pas bien en fait en gros. Quand vous pleurez dans votre lit, que l'enfant voit, en fait l'enfant voit tout, il sait tout, et même s'il ne sait pas interpréter ce qui se passe à la maison, il ressent. Et à l'école il y a des traducteurs et des traductrices. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça, c'est qu'autant nous adultes on parle entre nous, autant les enfants aussi à l'école, de leur environnement, et bien ils se parlent avec leur langage, avec leur code, et ils arrivent en tout cas à percevoir ce qui se passe à la maison. Donc il est important de pouvoir se dire que ce qui est d'abord important, si vous avez déjà fait un enfant pour vous, essayez au moins de pouvoir lui rendre la vie un peu plus, en tout cas un peu plus simple. Ne pas lui imposer en tout cas vos échecs ou vos choix. C'est ça que tu as dit tout à l'heure. Ne pas imposer nos mauvais choix. C'est ce que tu as dit un truc bien tout à l'heure. Moi ça sort comme ça. Hein. Ouais, ça sort comme ça. Voilà. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Un peu le tour. N'hésitez pas à commenter. Nous n'avons pas le monopole de la vérité ni le monopole du bon goût. C'est ça. Du bon goût. C'est ça. C'est ça. J'ai mis ma veste aujourd'hui. Bon, en tout cas, faites-nous savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, votre expérience, ce que vous voulez qu'on approfondisse. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'approfondissement, on devrait annoncer le thème de la semaine prochaine. Ouais. D'ailleurs, avant de parler de la semaine prochaine, c'est vrai qu'on ne s'est pas excusé, mais c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Que notre rendez-vous du vendredi, qui était chaque vendredi, on vous avouera. Oh là là.
chaque fois qu'elle fait des missions... T'as qu'à faire en pré au présent. On vous avoue que... On vous a vu que c'est de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que les activités reprennent, qu'on a tous les deux effectivement de plus en plus de personnes à accompagner et c'est compliqué de trouver un créneau où on est tous les deux disponibles et sur le même territoire. Voilà. Et on a envie de vous donner quelque chose de qualité aussi. On n'a pas envie de faire un truc rapide. Lorsqu'on vous voit, on vous voit au moins pendant 1 heure, quoi. Voilà. Donc ça demande quand même. Ça demande, du temps, de la préparation. Et même si c'est toujours avec un plaisir. Donc on ne vous a pas abandonné, on ne vous a pas oublié. Certainement pas. Voilà. On essaie juste de pouvoir faire quelque chose de qualité, de prendre le temps de le faire. Donc on est encore en train de réfléchir. Qu'est-ce qui va être le format le mieux en tout cas? Est-ce que c'est de se voir tous les 15 jours, une fois par mois? On ne sait pas encore. Donc rassurez-vous, pour l'instant, on a déjà le thème de la prochaine vidéo. Donc en l'occurrence, c'est sur la sexualité, c'est ça? C'est la sexualité, c'est comment effectivement faire l'éducation sexuelle de son enfant. Voilà. On va rester dans les enfants. Voilà, beaucoup de parents sont bloqués parce qu'ils ne savent pas comment répondre à certaines questions. Ils ne savent pas comment aborder certains sujets. Si on a un garçon, on va l'aborder de cette façon-là. Si on a une fille, c'est autre chose. Si on a un homme, si on est le papa, la relation avec la fille va être particulière. Si on est maman avec son fils, comment faire? En tout cas, voilà. On va traiter le sujet. Comment doit-on faire l'éducation sexuelle de son enfant? Et donc, du coup, maintenant vous connaissez le thème, n'hésitez pas à pouvoir effectivement d'ores et déjà nous envoyer en privé ou à travers cette vidéo vos questions, vos interrogations. On prendra le temps de vous répondre comme à chaque fois. Et ce sera toujours un plaisir de vous retrouver très bientôt. C'est ça. Donc sur ce, on vous souhaite un bon vendredi, tout est permis. Faites-vous plaisir. Même si vous êtes confinés, pour ceux qui le sont, parce que nous, on n'est pas confinés. Couvre-feu 18h. Parce que nous, on n'est pas confinés en Guadeloupe. Nous, on est bien. Nous, ce soir, on ira à la plage, on ira faire la Pump Up. Certainement. Tu m'offres un verre ce soir? Oui, 2. Non, il ne faut pas parler trop fort parce qu'il y en a qui vont nous en vouloir. Parce qu'il y en a qui sont confinés depuis 18h. C'est ça. Donc, si vous êtes confinés, vous pouvez jouer au Scrabble. Vous pouvez jouer, vous pouvez regarder nos anciennes vidéos Upgrade Love qui sont disponibles sur YouTube. C'est ça. Vous pouvez, il y en a quand même pas mal. Vous tapez Upgrade Love, vous verrez, vous tapez Jonathan Mathurin ou Audrey Cornélie, vous verrez nos vidéos. Vous allez trouver forcément nos vidéos. Mais d'ailleurs, en parlant de ça peut être un sujet intéressant de revenir dessus peut-être. Et de discuter à la maison en fait, de faire une discussion. Pas de Discord à la maison. Pas de Discord. Sujet au calme. Non, pas de tabou. Popcorn. Mais pas de jugement. Pas de jugement. Et d'ailleurs, Jonathan, avant de se quitter, ce serait bien qu'effectivement que tu nous rappelles ton actualité. Donc on rappelle effectivement où on peut te trouver, un numéro de téléphone, tes réseaux sociaux, parce qu'en ce moment, tu as sorti des vidéos très intéressantes en début d'année effectivement sur l'objectif. Que ce serait bien effectivement de rappeler, parce qu'on oublie, parce qu'on nous demande, là on est vraiment dans notre récréation à travers Upgrade Love, on se fait plaisir, on traite de sujets sans tabou, on est vraiment très libéré dans cette émission, mais il faut quand même rappeler qu'on fait quand même des choses aussi plus sérieuses, donc rappelle-nous effectivement. Oui, on fait des choses plus sérieuses, mais surtout on fait des choses personnelles sur nos propres pages. C'est ça. Donc, rappelle effectivement. Donc je rappelle que vous pouvez me trouver sur Facebook, c'est Jonathan Mathurin 08. 08, oui, parce qu'il y a mon compte perso, il y a ma page. Donc 08, c'est ma page. Voilà. Deux pages. Donc Jonathan Mathurin ou Jonathan Mathurin 08. Instagram. Insta, jonathanmathurin.coach. J'ai mon site internet, jonathanmathurin.com. Et puis sur YouTube aussi, vous tapez Jonathan Mathurin, vous trouverez toutes mes vidéos. Ça fait des années que je fais des vidéos, donc vous trouverez beaucoup de choses me concernant. Voilà en ce qui concerne les réseaux. Puis sur LinkedIn aussi, Jonathan Mathurin, vous trouverez. Bon, je communique pas forcément sur LinkedIn, voilà. C'est pas forcément mon réseau social le plus nourri. L'important c'est de pouvoir y être. Voilà. En tout cas, avec toute ta liste, si on ne te trouve pas, c'est pas de ta faute. C'est pas de ma faute. Et du coup, moi aussi, ça me permet de pouvoir vous dire que sur Facebook, Audrey Cornélie, donc c'est ma page perso. Audrey Crisap, donc toujours pour le coaching. Sur Instagram aussi, Audrey-Crisap. Sur YouTube, je ne suis pas aussi présente que Jonathan parce que les vidéos, c'est vraiment plus son dada que moi.
Et donc, du coup, en ce moment, l'actualité, donc on prépare l'année, on prépare des choses pour pouvoir mieux vous accompagner en tant que coach, chacun de notre côté. Parce que tu as un événement, toi, je crois, bientôt. C'est ça, donc je prépare un événement, du coup, sur comment devenir une leader. Donc, c'est pour les femmes, hein? C'est pour les femmes, c'est uniquement, alors, ne me même pas dans la merde, parce que j'ai reçu des messages des hommes là et tout, donc c'est bon. Oui, c'est uniquement, désolé les hommes, c'est uniquement pour les femmes, c'est comment devenir une leader. C'est sexiste, quoi. C'est pas sexiste. Donc, c'est un événement qui a lieu le 8 mars. C'est le lundi 8 mars, donc c'est le jour des droits de la femme. Ça a lieu à la Toubana, le 8 mars. Et tu refais un séminaire aussi sur comment communiquer avec l'homme. Peut-être que tu vas entamer ça dans le leadership. Comment dire ça? Comment être une femme leader à côté d'un homme, en fait? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Comment il faut... Parce que c'est ça aussi le leadership, c'est comment communiquer avec l'homme. Alors d'ailleurs, effectivement, moi je pense qu'on va peut-être faire une vidéo dessus et effectivement peut-être pas un séminaire mais une conférence autour de ça parce que du coup beaucoup de femmes viennent me poser la question en privé. Ouais, moi comment gérer effectivement le fait d'être une femme charismatique et leader et par rapport à être en couple. Et on m'a posé récemment la question sur la soumission. Et qu'est-ce que je pensais de la soumission, de la femme soumise. Et cette personne était très surprise parce que j'ai répondu qu'effectivement, pour moi, une femme doit être soumise. Mais donc, du coup, on pourra en reparler sur un débat, débattre sur le fait que c'est possible. Contrairement à ce que je pense, c'est possible. Donc, je peux être leader dehors, charismatique dehors, gérer dehors, avoir autant de personnalité, de caractère et être à la maison une femme soumise. C'est possible. Voilà. Ok, après ça dépend ce qu'on met derrière soumission, mais je pense c'est pour ça qu'on va débattre dessus. C'est pour ça qu'on va débattre. Et aussi comment être à côté d'un homme charismatique. Et d'être à côté, oui, alors effectivement. Lorsque les deux personnes sont charismatiques, comment gérer ça? C'est ça, donc on va traiter ça. Effectivement, c'est très important parce que du coup, avoir quelqu'un qui effectivement, qui a le lead, qui a du charismatique, qui est charismatique, qui dehors, effectivement, a un impact. Quand vous ne l'êtes pas, comment le gérer? Quand les deux le sont, comment le gérer? Parce que effectivement, ça aussi, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça. Et comme l'homme ne l'est pas et la femme l'est, c'est vice-versa. C'est très important. Mais on va débattre dessus. Je pense que ça, d'ailleurs, on l'a plus ou moins traité effectivement dans la vidéo couple, pouvoir et argent. On l'a plus ou moins traité, mais on n'avait pas ciblé effectivement sur la partie charismatique et leader. Donc on va revenir dessus. Donc voilà. Donc merci pour nous avoir suivis, merci pour l'attente, merci d'être toujours aussi présent. Donc nous on va vous informer très rapidement en tout cas sous quel format, à quelle fréquence Brain Love 2021 sera présent avec vous. Yes. Merci. Merci à toi, c'était un plaisir, hein, c'est un moment d'échange, c'est toujours des instants Nutella. Et des instants Nutella. En ce moment j'ai pris un peu de poids donc je vais pas parler de Nutella. Ok. L'instant Nutella, c'est-à-dire c'est des instants qui sont bons, quoi, qui sont... Tu manges du Nutella avec quoi? Moi, je mange pas de Nutella. Pourquoi tu parles de Nutella si tu manges pas de Nutella? C'est une expression des moments Nutella. Une pub, on te paye? Des moments de Nutella, tu manges pas de Nutella? Mais j'en mange de temps en temps avec des crêpes. Tu aimes ça avec des crêpes? Avec des crêpes. Seulement, tu prends pas la cuillère et tu ne barboues pas. Non. Et tu ne lèches pas. Je lèche pas. Allez. Bisous, à bientôt, bye.